je parlais en dernier quand l'heure avance et qu'on peut être un peu rapide. En fait, sur la question des tensions du droit européen, ce que je voudrais souligner, c'est que au fur et à mesure que l'Union européenne étend ses champs de compétences, alors qu'à l'origine c'était une union essentiellement économique, au fur et à mesure, évidemment, elle va toucher aux valeurs nationales d'un État et créer des crispations, y compris des remises en cause de la primauté. Et on l'a vu en France au début de la dernière élection présidentielle, avant qu'un autre événement vienne changer un peu le sujet. Et donc, il faut se pencher sur qu'est-ce qui constitue les valeurs fondamentales de l'identité française. Et quand on regarde, on a déjà effleuré le sujet, quand on regarde ces valeurs fondamentales, bon, il y a évidemment la déclaration de 1789, mais qui donne une liste de droits fondamentaux qu'on retrouve essentiellement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans la Convention européenne. Et donc il n'y a pas de difficulté. Le point d'ancrage, le point de crispation possible, me semble-t-il, quand on regarde la définition de nos valeurs fondamentales qui est donnée à l'article 1er de notre Constitution, c'est évidemment la laïcité. C'est-à-dire la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Or, il n'y a pas 36 000 actes de droit communautaire dérivés en matière de liberté de religion. Il y a la directive du 27 novembre 2000 dont on a déjà parlé en matière de conditions d'emploi. Et du coup, la Chambre sociale, à son corps défendant, est en première ligne. Alors, je ne vais pas parler de la question de laïcité et de neutralité du service public, d'abord pour ne pas gêner Madame Préchal, puisque l'affaire est sub iudice, et puis Jean-Richard Delatour a déjà évoqué la question qui intéresse essentiellement le Conseil d'État, mais pas seulement, puisqu'on a rendu récemment un arrêt concernant un agent de mission locale affecté dans une mairie, et qui, sur son compte Facebook privé, mais ouvert à tous et sous son identité accessible, tenait des propos particulièrement virulents en matière de religion. Et du coup, dans cet arrêt, nous avons rappelé, c'est un arrêt du 19 octobre 2022, nous avons rappelé les principes de laïcité et neutralité du service public qui résultent de l'article 1er de la Constitution sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En tout cas, ce qui est clair chez nous, c'est que la neutralité du service public découle directement de la Constitution, et ça, nous l'avons rappelé dans cet arrêt. Non, ce que je voudrais évoquer assez rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, c'est la question du coup des entreprises privées, de la liberté de religion dans les entreprises privées. Alors, je ne vais pas vous rappeler toute la jurisprudence sur le foulard islamique, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que c'est un sujet extrêmement sensible en France. Quand la Chambre sociale, en 2013, a rendu le fameux arrêt Bébilou, le ministre de l'Intérieur a interrompu les débats à l'Assemblée nationale qui parlaient de complètement autre chose pour dire tout le mal qu'il pensait de l'arrêt rendu par la Cour suprême. Je pense que dans un certain nombre d'États européens civilisés, il aurait dû démissionner. Il n'a pas démissionné, il est même devenu ultérieurement Premier ministre. Bon, mais avec la question préjudicielle posée par la Cour de cassation dans l'affaire Bouniaoui et l'autre question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge, la Cour de justice, dans ses arrêts de 2017, a établi une solution transactionnelle qui nous a permis, au retour de la question préjudicielle, dans l'arrêt du 22 novembre 2017, d'avoir une solution extrêmement juridique, extrêmement nuancée, avec une motivation en dentelle, mais qui a eu un effet tout à fait apaisant et qui a fait que ce sujet de la liberté de religion en entreprise, en tout cas en France, est presque clos. En tout cas, on a eu quelques arrêts ultérieurs qui, évidemment, donnent une fausse perspective. Parce que dès qu'on a un dossier, il est publié, on en parle, mais en fait, il y a très peu de litiges, et grâce à cette solution transactionnelle de la Cour de justice qui admet, sous des conditions très strictes, les clauses de neutralité religieuse
en entreprise, et on a rajouté une condition par nous-mêmes qui est le fait qu'il faut qu'elle soit prévue dans le règlement intérieur de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'exige notre code du travail, et qu'en plus le règlement intérieur de l'entreprise est communiqué par avance à l'inspecteur du travail qui est chargé de contrôler s'il n'y a pas des clauses contraires aux droits fondamentaux. Et la décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives, et ensuite, évidemment, in fine, devant le Conseil d'État. Et il y a toute une jurisprudence du Conseil d'État sur les clauses de règlement intérieur d'entreprise contraires aux droits fondamentaux. Donc, évidemment, il n'était pas question pour nous de venir contourner cette jurisprudence du Conseil d'État et cette compétence du Conseil d'État. Il nous en aurait voulu. Et du coup, on a rajouté cette exigence, il faut que la clause de neutralité figure dans le règlement intérieur de l'entreprise, parce que ça conduit à un double contrôle, c'est-à-dire à un contrôle a priori par les juridictions administratives et ensuite un contrôle a posteriori par le juge judiciaire en cas de licenciement fondé sur le non-respect par la salariée des clauses des règlements intérieurs. Mais on l'a fait aussi dans une seconde intention, qui est que on avait le sentiment, et c'est un sentiment assez partagé par la doctrine, que par les arrêts de 2017 de la Cour de justice, il y a eu quand même un rapprochement avec les positions françaises en matière de religion dans l'entreprise, mais du coup peut-être un léger hiatus avec la position de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment dans un de ces derniers arrêts en matière de foulard islamique, qui est l'arrêt 2015 Ebrahimian contre France, qui concernait en effet un hôpital public, donc une fonctionnaire de l'hôpital, mais où il y a un obiter dictum, où la Cour de Strasbourg dit c'est leur statut d'agent public qui les distingue des simples citoyens qui ne sont aucunement des représentants de l'État dans l'exercice d'une fonction publique et qui ne sont pas soumis en raison d'un statut officiel à une obligation de discrétion dans l'expression publique de leurs convictions religieuses. Bon, ça, évidemment, la prohibition, en quelque sorte, une obligation de discrétion pour les entreprises privées dans l'expression publique des convictions religieuses, c'est un tout petit peu en porte-à-faux avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, cet arrêt est désormais ancien, il est de 2015, on ne sait pas ce que la Cour de Strasbourg dirait aujourd'hui s'il était saisi de la question. Notre idée étant que, comme la Cour de Strasbourg fait une appréciation in concreto, si en plus des conditions qui ont été énoncées par la Cour de justice et qui sont rigoureuses, on rajoute cette condition d'un contrôle a priori par l'administration et soumise au juge administratif, peut-être qu'on évitera une difficulté. En sachant que, évidemment, s'il devait y avoir une divergence entre les deux cours européennes, la Cour de cassation serait dans une situation pour le moins inconfortable. I would prefer not to. Et je pense que la solution, peut-être qu'on pourrait trouver, si c'était le cas, et là je m'avance déjà beaucoup, c'est sur le fondement différent de la primauté du droit de l'Union européenne par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel. Parce que la primauté de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un traité, comme d'autres traités internationaux, elle est fondée sur l'article 55 de la Constitution. Article 55 qui n'établit la primauté que vis-à-vis de la loi, qui dit que les traités ont une valeur supérieure à la loi, c'est tout, et qui du coup ont une valeur inférieure à la Constitution. En revanche, depuis quelques années, le Conseil constitutionnel considère que la primauté du droit de l'Union européenne ne relève plus de l'article 55 de la Constitution, mais relève de l'article 88-1 de la Constitution. C'est l'article qui dit que la République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Et le Conseil constitutionnel en tire la conséquence que l'application du droit de l'Union européenne constitue une exigence constitutionnelle. Donc, s'il devait y avoir une contradiction entre le droit de l'Union européenne et une disposition de nature constitutionnelle en France, ce serait une contradiction entre deux articles de notre Constitution, c'est-à-dire l'article 88.1 qui fait de l'application du droit de l'Union européenne ordre juridique intégré à l'ordre national français et qui ne relève pas du droit international classique, et notre norme constitutionnelle. Et du coup, quand les deux normes de même valeur se contredisent, évidemment, la seule solution, c'est d'en changer une.
C'est bien pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau traité, et notamment c'était le cas pour le traité de Lisbonne, on modifie la Constitution parce que le Conseil constitutionnel nous a dit qu'il y avait des incompatibilités avec les deux. Donc du coup, évidemment, s'il y avait une contradiction entre les deux cours européennes, on ne peut pas complètement exclure que la Chambre sociale de la Cour de cassation privilégierait la solution de la Cour européenne qui applique un droit dont la primauté est fondée sur une norme constitutionnelle plus que sur simplement une primauté au regard de la loi. Voilà, c'est juste une piste. On pourrait évidemment choisir aussi de voir à qui on pose la question d'abord, ou à la Cour de justice de l'Union européenne par un renvoi préjudiciel, ou une demande d'avis, protocole numéro 16, à la Cour européenne des droits de l'homme, mais j'ai cru comprendre que la Cour européenne des droits de l'homme considère que la procédure d'avis et protocole numéro 16 n'est pas faite pour elle, pour nuancer sa jurisprudence ou pour évoluer, mais est faite juste pour dire à la juridiction nationale quel est l'état de sa jurisprudence. Ce qui me paraît une toute petite curieuse conception du dialogue des juges. Voilà, mais du coup, on peut espérer que le sujet ne se posera pas. Après, on verra.